Quand on pense au réseau de chemin de fer, on ne pense pas forcément business et encore moins innovation. Pourtant, en 2011, SNCF Réseau innove et teste avec des drones la surveillance des infrastructures. Ce projet devient un succès et une entreprise à part entière. Aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Thomas, qui était l'un des sponsors de ce projet. Bienvenue sur Oser d'oser, le podcast qui raconte les histoires des entrepreneurs qui ont monté de nouveaux business au sein de leur entreprise. Je suis Franck Debanne, cofondateur de Tango Start, société de conseil en innovation, et l'hôte de ce podcast. Chaque épisode, nous allons découvrir un cas, une entreprise et un invité. Aujourd'hui, je reçois Jean-Jacques Thomas, qui était donc sponsor d'un projet à la SNCF Réseau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Franck. Ça va bien ? Très bien, très bien. Merci de m'accueillir dans cette série de podcasts. Pas de souci, avec plaisir, avec plaisir. Alors, c'est un petit peu différent des autres épisodes parce que toi, tu étais sponsor. Tu n'étais pas le porteur du projet, mais tu étais le sponsor du projet. Oui, effectivement, le porteur du projet, il était là dès le début et il est toujours aujourd'hui à la tête de la société Altametris, puisque c'est d'Altametris dont il s'agit. Effectivement, j'ai fait partie des quelques bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau pour faire en sorte que ça arrive, que ça puisse se transformer en quelque chose qui produise vraiment de la performance et que l'innovation ne reste pas juste une belle idée qu'on finit par oublier, mais que ça transforme l'entreprise. Ouais. Non, super. Du coup, on va avoir une autre facette de l'intrapreneuriat quelque part avec le côté, le rôle du sponsor et le support qu'il peut fournir. Alors, est-ce que tu peux donner un peu le contexte SNCF Réseau et donc Altametrix ? Alors, SNCF Réseau, c'est dans le groupe ferroviaire, c'est le gestionnaire d'infrastructure. Donc, c'est ceux qui entretiennent le réseau, qui gèrent les circulations. Le business model de base, c'est de vendre de la capacité du réseau aux entreprises ferroviaires qui elles-mêmes offrent des services de mobilité aux voyageurs ou aux marchandises. Derrière cette activité commerciale de vente de la capacité, il y a une énorme activité de gestionnaire d'actifs, un asset manager, pour garantir la disponibilité de ce réseau, garantir sa sécurité, garantir sa pérennité. Voilà, donc c'est l'essentiel des forces vives contribue soit à gérer les circulations, soit à entretenir et à développer ou à régénérer le réseau. Voilà, c'est un patrimoine national qui est confié à SNCF au travers de SNCF Réseau. D'accord, ouais, un sacré boulot. Alors, on peut donner quelques chiffres pour dire, parce que c'est un des grands réseaux mondiaux quand même, 50 000 km de voies ferrées. C'est une machine à chiffres tous plus impressionnants que les uns que les autres. On fait, alors hors Covid bien sûr, mais 15 000, 16 000 trains par jour. 50 000 km de voies ferrées, ça fait le tour du monde, ça, non ? Même un peu plus, oui, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, rien qu'en termes de régénération, c'est des règles de 3 qu'il faudrait affiner, mais c'est des infrastructures de type génie civil, donc durée de vie moyenne 50 ans. Donc quand on en a 50 000 km, il faut en renouveler 1000 km par an. Ouais, c'est des ordres de grandeur qu'on peut, qui permettent de voir l'ampleur des travaux qui se déroulent. Alors les voyageurs ne le voient pas beaucoup parce que justement, quand on fait ça, il n'y a pas de trains commerciaux. Donc quand ils circulent, voilà, donc c'est des choses qui se passent la nuit, qui se passent sur certaines plages où il y a moins de trains. Mais voilà, c'est quelque chose, c'est le back-office du système industriel qui est en fait très important. Et voilà, il y a une politique publique très importante pour renforcer, renouveler le réseau.
On sort aussi d'une histoire des années 80-90 où le réseau a un peu trop vieilli. Et donc depuis une dizaine d'années, et même un petit peu plus, l'État français vraiment porte une impulsion forte pour que ce réseau retrouve une jeunesse à la hauteur des attentes des clients. Parce que derrière un réseau en bon état, c'est plus de régularité, c'est plus de disponibilité, plus de capacité, plus de trains. Et plus de trains aujourd'hui, c'est moins de carbone, donc c'est vraiment bien pour tout le monde, quoi. C'est tout bénef. Et SNCF Réseau, l'actionnaire et l'État. C'est l'État, oui, complet. D'accord, oui, ok. Oui, SNCF Réseau est une filiale du groupe SNCF qui lui-même est propriété complète de l'État. D'accord, ok. Voilà. Ok, très bien. Et donc, quelle était ta fonction quand le projet est né et comment ça s'est passé un peu? Alors, j'ai eu 2 grandes fonctions sur toute l'aventure. Au début, j'étais directeur scientifique et programme d'innovation du groupe. Et donc, j'étais en charge d'animer des impulsions d'innovation pour susciter l'innovation dans différentes branches du groupe. Et donc, il y en a eu une qui était vraiment sur la maintenance de l'infrastructure. Hein. Et puis au moment où la réforme ferroviaire, parce qu'à l'époque, il y avait encore un gestionnaire d'infrastructure un petit peu séparé des SNCF qui s'appelait RFF, et l'État, justement, pour rendre plus performant le système, à réorganiser l'ensemble et à créer SNCF Réseau au sein du groupe SNCF. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris la fonction de directeur innovation, qui est devenu directeur digital et innovation de SNCF Réseau. Et donc, ça m'a permis d'être à la naissance du projet côté groupe SNCF, et puis après, dans l'accompagnement de son développement côté SNCF Réseau, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu peux nous parler du projet et où est-ce qu'il en est aujourd'hui un petit peu? Alors aujourd'hui, Altamétris, tu l'as dit dans ton intro, c'est né d'abord d'une expérimentation sur l'usage des drones. Ils ont, comme toutes les startups, pivoté. Le drone n'est plus qu'un vecteur sur lequel ils ont une maîtrise particulière, un coup d'avance sur la captation des données. Mais le positionnement d'Altamétris aujourd'hui, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne de valeur data pour faire de la gestion d'actifs, de l'asset management pour les mainteneurs d'infrastructures. Et l'idée, très vite, on s'est dit, même quand l'idée était encore centrée sur les drones, c'est ce qu'on fait avec les drones, ce qu'on sait faire avec les drones pour notre réseau ferroviaire, a manifestement beaucoup de potentiel de valeur pour d'autres gestionnaires d'infrastructures, et pas seulement ferroviaires. Voilà. Le drone était en pleine explosion au début de l'aventure sur la variété des cas d'usage. Mais c'était beaucoup de captation de photos, captation de vidéos. Voilà, il y avait le champ du multimédia. Il y avait un deuxième champ qui était le champ de l'agriculture, surveillance ou en tout cas captation de données pour les terres agricoles. Et puis il y avait ce domaine de l'utilisation des drones pour la surveillance des assets industriels qui était plus compliqué techniquement. Sur lesquels il fallait marier des compétences métiers industriels plus fortes avec la compétence drone. Et ça a été ça la magie du départ. Et puis après, je ne vais pas dire qu'on a quitté les drones parce que ça reste un atout différenciant d'Altamétris, mais maintenant, Altamétris, c'est une boîte d'une 50aine de personnes qui est sur toute la chaîne de valeur de la data, de l'asset management. D'accord. C'est marrant, tu dis on comme si ça faisait partie de la boîte presque. C'est la culture groupe, on va dire. Ouais, d'accord. Okay. En fait, c'est vrai que j'ai suivi cette aventure Altamétris vraiment de bout en bout. Donc j'y suis sans doute plus particulièrement attaché, mais en plus c'est clairement un asset du groupe aussi, hein, de pouvoir avoir au sein du groupe cette filiale technologique qui a une longueur d'avance sur un certain nombre de sujets. C'est un vrai atout. Ouais. Et tout l'enjeu, c'est à la fois de réussir à l'utiliser au maximum pour nos propres applications métiers et en même temps de le valoriser à l'externe avec d'autres clients. Ouais, super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment c'est né et toi, ta
relation avec le projet en tant que sponsor Alors, c'est né, je veux dire, alors oui, tu as dit que j'étais sponsor, je voudrais partager on a été plusieurs quand même, plusieurs à créer les conditions de succès. Je pense que l'autre personne que j'ai tout de suite envie de citer, c'était Emmanuel Magnier, j'aime bien le nommer. Emmanuel, c'était le manager d'une petite équipe d'ingénierie où se trouvait Nicolas Paulet, qui est aujourd'hui patron d'Altametris, et donc qui a eu cette posture qui est très importante dans le management de l'innovation, cette posture d'autorisation. Il a autorisé son équipe à explorer les drones, voir ce qu'on pouvait faire avec. Ce qui est déjà essentiel, cette posture d'autorité. Je dis autorité parce que l'autorité, c'est l'autorisation à faire. Ouais. Et il a été clé au tout début. Et puis... est arrivé, et puis il y avait quand même des freins dès le début, mais ça marchera pas, mais c'est trop futuriste, ouais, voilà. Ouais. Donc ça restait perçu comme une idée de gens qui, bon, c'est bien, c'est des ingénieurs, mais c'est pour dans 15 ans, mais ouais. C'est, voilà, il y avait quand même un regard, je ne vais pas dire condescendant, mais on disait c'est un peu futuriste et on a besoin d'innover rapidement. D'accord. Voilà. Et cette autorisation, elle est arrivée comment ? Alors, au début, vraiment localement, hein, grâce à Emmanuel dans son équipe, parce qu'il y avait des programmes d'innovation dans toutes les équipes, et lui a laissé ou a autorisé, quand il a eu la proposition de ses équipes de faire des explorations sur l'usage des drones, il a dit bah oui, testons, regardons, quoi, allons-y. Le deuxième étage de la fusée, c'est là que j'arrive, c'est qu'il y avait une impulsion assez forte sur, en général, la maintenance et la surveillance du réseau ferroviaire. Et donc, on a mené différents ateliers d'innovation avec une méthode que j'aime beaucoup, qui s'appelle la méthode DKCP, là, issue de l'école des mines. Et donc, l'enjeu de ces ateliers, c'est d'ouvrir vraiment tous les possibles, toutes les branches possibles, et détecter tous les potentiels d'innovation, et ensuite de sélectionner celles qui sont les plus prometteuses. Et donc là, l'équipe de Nicolas Paulet est revenue avec la proposition d'explorer plus largement l'usage des drones. Et comme c'est une démarche qui se déroule en collectif assez large, les craintes ou les réticences s'expriment déjà tout de suite, quoi. Et je me souviens très bien d'un moment clé sur lequel il y avait un responsable de la maintenance qui participait à ces ateliers, qui était assez frileux au début, il trouvait ça un peu trop futuriste à son goût. Ça bousculait beaucoup trop de choses potentiellement dans les méthodes de faire. Et on a invité pour inspiration un dirigeant de GRT Gaz qui nous a expliqué faire de la surveillance des canalisations enterrées par analyse d'images satellites pour vérifier les mouvements de terrain qui risqueraient d'endommager les canalisations sous terre, quoi. Et donc moi je me suis servi de cette présentation pour convaincre et dire mais regardez, si on peut surveiller des canalisations enterrées avec quelque chose qui est à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus du sol, peut-être qu'on peut quand même surveiller nos voies ferrées, nos rails, avec un petit objet qui vole à quelques dizaines de mètres au-dessus, quoi. Et pendant ces ateliers, ça a été un moment de déclic. Les gens se sont dit mais oui, il faut quand même qu'on y aille, qu'on regarde de plus près tout ça, qu'on laisse nos premières réticences de côté et qu'on explore vraiment un peu plus en profondeur. Et du coup, un projet un peu plus consistant est né derrière l'exploration. Donc ces ateliers, ils ont permis un alignement de différentes parties prenantes au sein de l'entreprise, c'est ça, et un accord en disant oui, on le fait. On le fait, ça a donné une légitimité à cette exploration, ça a pu lui donner une ampleur un peu plus importante, avec un statut d'exploration. Hein, on était déjà convaincus que techniquement, on arriverait à faire des choses. Mais est-ce que ça aurait une vraie pertinence par rapport à nos enjeux industriels ? On était nombreux à espérer, à y croire, mais c'est le but de ces phases amont des projets d'innovation, c'est de répondre à des questions, oui ou non, est-ce que ça a un potentiel de création de valeur, d'apport de performance par rapport à nos métiers actuels. Et donc là, la naissance de cette impulsion, qui était quoi ? Bon, on se donne 6 mois, on va regarder, ou c'était oui, à peu près, Et en fait, alors l'équipe était enthousiaste, hein, eux, quand on leur a dit qu'ils pouvaient continuer à accélérer.
Ça a pris très vite pas mal d'ampleur, en fait. L'équipe était à ces ateliers aussi? Oui, bien sûr. Oui, okay, okay. Et en fait, ça a vite pris pas mal d'ampleur. Et juste quand tu dis on leur a dit qu'ils pouvaient continuer, c'est-à-dire qu'il y avait On a inscrit au programme d'innovation un projet vraiment d'exploration de tous les usages possibles des drones dans la surveillance des infrastructures. Vraiment. Donc, il y avait une existence officielle du projet au-delà de l'autorisation du manager. Et en fait, à la fin de cette période d'exploration, on a même refait un atelier d'innovation dédié à ça pour vraiment explorer tous les possibles. Et là, on a eu la conviction qu'il y avait quelques cas d'usage vraiment pertinents qui méritaient de rentrer dans une phase un peu plus approfondie, je veux dire, un peu plus consistante, pour aller tester jusqu'où un métier pouvait utiliser les drones dans sa pratique quotidienne. J'ai oublié de dire quand même par rapport à l'enjeu, j'aurais resitué par rapport aux enjeux de maintenance et de surveillance. L'apport du drone, le premier truc sur lequel on s'est intéressé, c'était d'une part les enjeux d'accessibilité, pouvoir accéder rapidement à des zones difficiles d'accès. Ouais. Des ouvrages d'art, des parois rocheuses, des emprises ferroviaires où normalement pour y aller on doit couper les circulations, donc là on peut passer au-dessus, des choses comme ça. Donc ça présentait un potentiel d'agilité. Et puis il y avait un deuxième potentiel qui était de pouvoir surveiller sans interrompre les circulations. Oui. Puisque une partie de la maintenance consiste déjà à surveiller l'infrastructure, collecter des informations sur l'état d'endommagement, d'usure, des composants du réseau. Et on fait ça traditionnellement avec des engins de surveillance qui portent des outils de métrologie. Et quand on fait circuler ces engins sur les voies, on ne fait pas circuler des trains commerciaux. Donc sur les zones qui sont très denses, où le réseau est déjà saturé par des circulations commerciales, libérer un peu de capacité en faisant moins circuler les engins de surveillance et en allant collecter les données avec des objets qui n'empêchent pas les trains de circuler, ça avait un potentiel d'intérêt qu'on a exploré. Donc il y avait des vrais bénéfices à la clé. Il y avait des vrais bénéfices à la clé. Donc donc on a exploré les ouvrages d'art, on a exploré la surveillance des installations électriques. Quand tu parles d'ouvrages d'art, c'est... les ponts. D'accord. On a, alors je le dis de mémoire, j'espère ne pas me tromper, mais je crois qu'on a près de 50 000 ouvrages d'art sur le réseau national. D'accord. Des ponts routes, des ponts rails, des remblais, etc. Et donc tous ces ouvrages-là, il faut les surveiller. Pour certains, c'est du patrimoine historique. J'aime bien le viaduc de Garabie, construit par Eiffel. Il fait partie du patrimoine du réseau ferré. Il faut l'entretenir. Des ponts en béton précontraint sur les lignes à grande vitesse. On a toute la palette d'ouvrages d'art. Les voies elles-mêmes. Et puis après, il y a d'autres usages qui apparaissaient. C'est par exemple pendant les chantiers pour faire de la surveillance de chantier. Il y a eu tout le champ de la sûreté ferroviaire, surveiller. On est confronté dans certaines zones, à certaines périodes, à des vols de cuivre, puisque le cuivre est une matière qui a un peu de valeur et on a beaucoup de câbles en cuivre le long de nos voies. D'accord. Donc des gens qui viennent démonter ça. Il y a des gens qui viennent dérober ça. Et donc, avec les équipes de la direction de la sûreté, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser les drones pour surveiller les zones sensibles au moment... Et effectivement, on a aussi travaillé avec la direction de la sûreté, de la sûreté ferroviaire, pour explorer ces usages-là. Donc voilà, le potentiel de cas d'usage à cette époque-là, l'éventail s'est élargi, nous a convaincus qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et nous a convaincus qu'il y avait des enjeux de transformation métier très importants. Parce que alors c'est là qu'on retrouve une caractéristique de certaines innovations. On n'est pas juste dans l'innovation incrémentale où on va faire la même chose qu'avant en mieux. Il y a un potentiel de transformation très important
mais du coup, ça bouscule en profondeur les pratiques, les process, les métiers, y compris les modèles économiques de fonctionnement. C'est anticipé ou à ce stade du projet, déjà, c'est réel? À ce stade, comme on est en exploration et qu'on fait des tests de potentiel, même si ce sont des tests assez approfondis, en conditions réelles, ça garde un statut de test. Et donc, il y a toujours cette idée que oui, mais en parallèle, le modèle habituel est maintenu. D'accord. La bascule, et c'était aussi ce qu'attendaient tous les patrons qui sponsorisaient ça. Hein. Je me souviens très bien du directeur de la maintenance qui disait, mais moi, les drones, je ne demande que ça, mais mais il faut que ça transforme le métier. Si c'est les drones en plus du reste, ça va faire un surcoût. Donc voilà, il y avait tout cet accompagnement de la transformation qui commençait à apparaître comme un enjeu fort. Ouais. Et là aussi, ça a une valeur un peu générique, hein, mais l'innovation ne peut pas se réduire au développement de la techno, de l'usage des drones. Il fallait repenser les usages et les process et qualifier les gains de performance. Donc on avait un petit slogan, le TUP, hein, techno, usage, performance. Et on était très attentif à faire en sorte que l'évolution des pratiques métiers soit prise en compte à part entière dans le développement. Ça n'a pas empêché que ça soit parfois difficile, qu'il y ait des résistances. Super, tu vas me raconter ça. Et en termes juste pour revenir sur l'histoire et la façon dont c'est développé, donc là il y a cet atelier, alignement interne, phase d'exploration, etc. Oui. Après, est-ce qu'il y a eu d'autres sponsors ou d'autres supports qui sont venus au fur et à mesure pour que ça passe de cette phase d'exploration à quelque chose d'un peu plus conséquent? Alors il y a eu deux autres étages à la fusée, pour filer la métaphore. Le troisième étage de la fusée, c'était le directeur de l'ingénierie. Donc à un moment de maturité un petit peu plus forte, là où les explorations commençaient à produire des résultats très convaincants et prometteurs, mais là où moi je voyais cet enjeu. Alors, le parallèle est un peu osé, mais d'un point de vue des mécanismes de déploiement industriel, c'est très similaire. On était un petit peu comme Kodak qui a inventé la photo numérique, mais qui ne réussit pas à décider d'investir dedans parce que son contexte économique de concurrence avec Fuji à l'époque est tel que toute décision de ne pas surinvestir sur l'argentique aurait été perçue comme une mauvaise décision. Et donc on était un petit peu dans ce contexte-là, comme on risquait de décider de ne pas investir là-dedans. D'accord. Et donc moi je suis allé voir... La techno avait vraiment quelque chose qui transformait qui transformait en profondeur, métier, qui bousculait les pratiques, qui générait du coup, y compris des résistances de certaines parties de métier qui disaient non, moi, j'ai souvenir d'un expert d'un des métiers, un expert très reconnu qui disait moi, tant que je serai là, on n'utilisera pas les drones sur mon métier. Voilà, parce que ça bousculait trop en profondeur tout son socle d'expertise et son socle de légitimité personnelle en plus, sans doute. Mais au-delà de l'individu, il était le symptôme d'une résistance systémique à l'innovation de rupture qui est vraiment partagée avec tous ceux qui font de l'innovation de rupture. C'est pas spécifique ni à SNCF Réseau, ni à SNCF en général. C'est quelque chose de, comme je le disais avec Kodak, de connu. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, on a un risque de finir par tuer dans l'œuf une pépite. Et donc je suis allé voir le directeur de l'ingénierie en lui expliquant tout ça et en lui disant le seul moyen de donner une chance d'aller plus loin à ce projet, c'est de lui donner un statut particulier. Peut-être même faudra-t-il, j'avais déjà préparé le sujet, mais faudra-t-il aller jusqu'à la création d'une filiale. Mais en tout cas, il faut donner un statut particulier d'un projet phare sorti du programme d'innovation classique. Et le directeur de l'ingénierie de l'époque m'a entendu et il a pris la décision de créer une équipe projet qui lui a été directement rattachée. D'accord. Donc symboliquement, on prend une équipe projet qui est dans un département technique d'une de ces directions et
il sort cette équipe et il la rattache directement à lui et il fait un pilotage direct régulier avec ça. Du coup, elle devient un peu intouchable, quoi. En tout cas, l'ensemble des acteurs comprennent que c'est un projet important, que l'entreprise a vraiment envie d'y croire et les résistances sont... pour certaines s'estompent et pour d'autres s'expriment de façon plus indirecte. Voilà. Et puis ça donne un coup de projecteur, un coup d'accélérateur. Voilà, l'équipe peut commencer à s'étoffer. Enfin, il y a des portes qui s'ouvrent parce que quand on est rattaché à quelqu'un d'assez haut dans l'organisation, forcément ça aide. Voilà. Donc il y a un statut un peu... voilà, on le protège. Certains théoriciens de l'innovation parle de la nidification. C'est pour l'innovation de rupture, c'est comment on crée un nid qui va permettre à l'oisillon de se développer sans être poussé du nid trop vite, quoi. D'accord. Okay. Et puis dernier étage de la fusée, dernier sponsor, c'est la direction générale. C'est au moment où ce projet continue à tenir ses promesses. Et moi je produis une étude de marché pour voir si la techno dont on dispose, les savoir-faire qu'on a créés depuis quelques années, puisque ce que je raconte là, on est à peu près 3 ou 4 ans après le démarrage, tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, est-ce qu'il y a un vrai marché ? Et est-ce que ce qu'on a développé nous permet d'adresser ce marché. Et effectivement, le résultat de l'étude, assez approfondi et très convaincant. Et donc moi, je vais produire cette étude de marché auprès du directeur de l'ingénierie. Et avec lui, on va à la direction générale défendre progressivement le montage d'une filiale. D'accord. Donc un marché en dehors de comme client... En dehors de SNCF Réseau comme client. D'accord. Okay. Et même en dehors de SNCF, parce que si c'était juste... J'ai parlé de la direction de la sûreté, on a aussi eu des explorations pour la surveillance des trains dans les dépôts de maintenance. On peut faire une inspection rapide du toit des trains. C'est ce genre de choses. Si c'était resté des cas d'usage SNCF, la filialisation aurait peut-être été moins évidente. Elle aurait peut-être été pertinente, mais la question serait sans doute posée autrement. En tout cas, ce qui apparaissait évident, c'est que entre, d'un côté, le marché du multimédia, qui était foisonnant, le marché agriculture, sur lequel on avait peu de légitimité et peu d'éléments de différenciation, il y avait un segment sur lequel on était vraiment très peu nombreux à se positionner, qui était le marché de l'asset management des systèmes industriels, notamment des infrastructures en réseau, de grands linéaires et autres. Et donc là, on s'est dit, il y a un marché, c'est sûr, on a un coup d'avance, ça vaut le coup de s'engager là-dedans, quoi. Ouais, c'est super comme histoire parce qu'effectivement, il y a en fonction de la maturité du projet, des sponsors à différents niveaux qui ont permis, en tous les cas, qui ont autorisé et arrivé jusqu'à une filiale, effectivement. Et on voit qu'à chacun des étages, en fait, ça aurait pu être tué s'il n'y avait pas eu cette autorisation, en fait. Est-ce que le directeur technique aurait pu se permettre la création d'une filiale à partir de là? C'est pas évident, il y avait besoin de la... Alors, c'est difficile de faire des si, etc. Je pense qu'à un moment donné, on se l'est dit quelquefois avec Nicolas Paulet, c'est qu'on perçoit que ça a été un peu dépendant des personnes, cette aventure. Peut-être si ça avait été d'autres personnes avec d'autres sensibilités, il se serait passé autre chose. C'est aussi ça la vie des entreprises, sans doute. Et en même temps... d'autres personnes face aux mêmes arguments, face aux mêmes situations, avec le même genre de mindset, je pense quand même on aurait fini par trouver un chemin. Forcément, l'aventure aurait été différente, mais oui, il y a... Mais ce qui conforte dans l'idée que c'est un peu dépendant des aventures individuelles, c'est qu'on a du mal à systématiser et à processiser ça, quoi. Créer un dispositif qui dit dès qu'on a une bonne idée qui a un potentiel de valeur, on la transforme en filiale et on crée un dispositif d'intrapreneuriat, hein, on en fait tous dans les entreprises de l'intrapreneuriat, qui standardise le process pour aller de l'idée jusqu'à la filiale.
Ça, par contre, on n'a pas su le faire. Et je me pose vraiment la question de est-ce que c'est vraiment réaliste. Alors, il y a peut-être des métiers. Hein. Je sais que, par exemple, dans le monde des télécoms, où c'est des temps de marché très courts, Alcatel avait fait des choses il y a assez longtemps, mais avait assez systématisé la création de nouveaux business à partir de projets internes. Mais c'est assez rare, ce genre de situation. Il y a beaucoup d'exemples où les aventures sont ponctuelles parce qu'on a créé un contexte. Et je pense en tout cas, nous, j'ai l'impression qu'on rentre dans ce cas-là un peu plus opportuniste, en tout cas. Ouais. Mais on a réussi à la saisir, cette opportunité. Ouais, super. Et je voudrais revenir sur les... Alors, tu as parlé des supports et les portes qui sont ouvertes à chacun des étages. Est-ce qu'il y avait des frictions spécifiques? Est-ce que tu as des choses que tu Oui. Alors, bien sûr, il y a des résistances. Alors, j'en ai déjà cité une. Hein, c'est la résistance d'expertise. Ouais. La résistance d'expertise, elle est naturelle. Là, encore une fois, c'est pas les personnes qui sont en cause. Je considère qu'elles sont le symptôme d'une résistance un peu plus systémique, parce qu'en fait, avec ce genre d'innovation, on bouscule vraiment en profondeur des choses qui sont considérées comme acquises. Donc, quand des experts incarnent cette accumulation de savoir, et que cette accumulation de savoir est bousculée, eh bien, du coup, ça crée une résistance. Il y a une deuxième résistance. Juste sur celui-là, est-ce que tu as un exemple Oui, alors, typiquement, si je parle de l'exemple des ouvrages d'art, les ouvrages d'art, il y a une très forte expertise de la relation aux ouvrages, liée à la connaissance intime des ouvrages et même au contact tactile. C'est-à-dire quelqu'un qui fait une inspection d'ouvrages d'art, il y a des inspections visuelles, il y a des inspections techniques avec capteurs, etc. Mais à un moment donné, l'expert, il a besoin d'être en contact avec son ouvrage pour le voir de près, de taper au marteau, même sur certains types d'ouvrages, pour voir comment ça résonne. Donc, dire vous allez rester un peu plus loin avec un drone qui vous renvoie une image, ça bouscule en profondeur, et le dire comme ça, c'est provoquant, c'est pas acceptable. Donc il faut réussir avec les gens qui sont en charge de l'inspection des ouvrages d'art, de dire à quel moment vous avez vraiment besoin d'y aller, et à quel moment c'est incontournable et le drone ne peut pas vous remplacer, et à quel moment il vous rend quand même service. Faire une pré-inspection pour voir s'il y a besoin de déployer une grande échelle ou pas, et puis faire l'économie du déploiement d'une grande échelle, et voilà. Donc c'est très bon exemple. Voilà, c'est aussi ça, trouver le chemin de la transformation, c'est de le faire avec les équipes, et de ne pas arriver avec la techno en disant maintenant je vais réinventer votre métier. C'est plutôt de dire comment on va avec vous transformer votre métier. Donc ça, c'est une résistance, je vais dire, voilà, on bouscule des savoir-faire, et faut les bousculer avec ceux qui portent ces savoir-faire. Sinon là, c'est... Voilà. Il y a une deuxième résistance qui est plus... qui s'est assez rapidement estompée, mais au début, les équipes opérationnelles elles-mêmes, sur certains métiers, se sont dit alors si j'ai des drones, une fois que j'ai ça, mon métier va disparaître, mon poste, mon emploi, ainsi de suite. Donc il peut y avoir un enjeu social. Quand on montre qu'on transforme le métier, mais qu'on a toujours besoin de continuer à surveiller, on surveille autrement. Derrière le drone, il y a toujours quelqu'un, il y a un pilote et il y a un expert de la maintenance. Donc, du point de vue de l'emploi, en fait, on réussit à rassurer assez vite. D'autant plus qu'on a eu, avec Altametris, sur certains sujets, on a dit, mais on peut équiper les agents d'un micro-drone personnel. Et on va vous former aux règles de sécurité de l'usage des drones. Donc, Altametris a développé un service d'équipement d'agents en micro-drone. Donc, en fait, on dit aux gens, on enrichit votre métier
Voilà un nouvel outil. Voilà un nouvel outil moderne. Enfin, voilà, donc c'est plutôt un gage de modernité. Vous êtes dans un métier qui se transforme, qui est à la pointe de la modernité. Et voilà, donc dans certaines équipes, il y a eu ce déploiement pour certains métiers. Et toi, en tant que sponsor, tu étais acteur à articuler ce message et à comprendre les résistances et à trouver Au fil du temps, de moins en moins, en fait. Au début, oui, beaucoup. Et puis, de fil en aiguille, à partir du moment où Altametris est né et a pris son essor, de plus en plus, c'était Altametris, je ne vais pas dire seul, mais en pleine autonomie, qui portait, qui était attentif à ça, quoi. C'est devenu son business de trouver le chemin avec ses clients. Voilà. Alors moi j'ai continué à échanger par intérêt, ou de temps en temps aussi quand je détectais d'autres potentiels cas d'usage à l'interne comme à l'externe. Voilà, je continuais à alimenter Altametris en disant mais tiens, il y a peut-être un business de plus par ici ou par là, mais voilà. Mais oui, ça s'est fait progressivement. Au début, j'ai participé à des comités de pilotage métier sur l'exploration des cas d'usage, qu'est-ce qu'on peut faire sur la caténaire, qu'est-ce qu'on peut faire sur les ouvrages d'art. L'exemple de la caténaire est intéressant d'ailleurs, il mérite peut-être d'être cité à deux titres, à la fois sur les résistances et sur les questions de pertinence. Dans le système caténaire, il y a des isolateurs en verre. C'est des petits objets qui maintiennent l'isolation électrique entre toute la partie qui est sous tension et tout le reste du système caténaire. Caténaire, c'est l'alimentation. L'alimentation électrique, c'est la partie qui est au-dessus des voies. Et donc, on vérifie que ces isolateurs, c'est en verre, ne sont pas fissurés ou cassés. Donc il y a des périodes de vérification. Historiquement, on passe de pylône en pylône avec une nacelle qui est posée sur les rails et puis quelqu'un dans la nacelle. Donc ça avance tout doucement et donc c'est assez long. Donc il faut isoler la voie, couper les circulations sur les voies. On fait ça. Voilà. Et on s'était dit, avec les drones, on peut venir au-dessus sans couper les circulations. Et regarder l'état des isolateurs. Techniquement, on a, je vais dire démontré, il peut y avoir débat d'experts, c'est pas le lieu aujourd'hui, mais on a démontré que c'était possible, que le drone permettait de capter les informations sur l'état. Néanmoins, en termes de performance, on n'allait pas plus vite que la nacelle, parce qu'en fait, le pilote de drone, il était à pied, de pylône en pylône, à se déplacer, voilà, donc il n'allait pas plus vite que la nacelle, donc on gagnait quand même pas tant que ça. Et puis le gain sur les coupures de circulation, du coup, le nombre de configurations où fallait vraiment où c'était vraiment pénalisant du point de vue de la capacité du réseau était relativement faible. Donc le gain réel, ça pouvait être un confort, une amélioration, mais le gain réel était somme toute assez faible. Et puis en termes de résistance, l'idée de maintenir l'installation sous tension. Alors on parle de 25 000 volts pour certaines lignes, 1500 pour d'autres, mais voilà, c'est des tensions. Il y a des règles où on ne doit approcher aucun objet à moins de 3 ou 4 mètres. Je ne sais plus le chiffre exact, mais en tout cas, il y a des règles strictes de sécurité pour éviter les accidents pour le personnel. Et ces règles ne tiennent pas compte du fait que l'objet en question peut être en l'air. Et donc, du coup, il n'y a pas de risque électrique. On a toujours imaginé qu'un objet, il aurait été tenu par quelqu'un, une perche ou quelque chose qui est au sol. Donc là, le risque électrique est majeur. Et donc, les premiers réflexes des porteurs des règles de sécurité disaient non, mais de toute façon, puisqu'on approche le drone tout près, on casse on respecte pas la règle des 3 mètres ou des 4 mètres. Et donc on ne peut pas. Et donc, on s'est dit, mais il faut qu'on embarque les équipes porteuses de ces règles de sécurité pour qu'on puisse faire évoluer la règle et dire si c'est un objet qui vole, on peut. Voilà, la physique nous protège, autant en profiter. Mais voilà, spontanément, voilà, les règles de sécurité, c'est quelque chose d'essentiel dans le monde ferroviaire, enfin comme dans beaucoup d'autres mondes, mais il y a un attachement logique et très fort au respect de la règle.
Et même si la physique nous disait c'est possible, on avait une règle qui nous disait interdit. Et donc, des équipes disaient non, moi, même si physiquement c'est possible, je refuse de pas respecter la règle. Et c'est plutôt à leur honneur. Hein. Rationnellement, on se dit quand même, voilà. Mais si on commence à se dire, quand moi je sais, quand je crois savoir, je m'autorise à ne pas respecter la règle, c'est le début des problèmes, parce qu'un jour on va croire savoir et puis faire une bêtise. Donc le respect de la règle, c'est quelque chose qui est vraiment, dans le monde ferroviaire, essentiel. Et donc on s'est confronté à ça. Et on s'est dit, voilà, on va regarder. Il se trouve que comme le potentiel de valeur était pas si important que ça, on n'a pas été... Du coup, la règle est restée. La règle est restée, D'accord, ok. Ah, mais c'est très intéressant, parce qu'effectivement, la règle appartient à l'ancien monde, à l'ancienne façon de faire, elle a sa raison d'être. Mais on l'aurait changé, je pense qu'on aurait vraiment... on l'aurait fait évoluer sans problème si on avait vu un potentiel de valeur. Et peut-être qu'on finira par en revoir un autrement. Mais, voilà, en tout cas... du point de vue des résistances, voilà, résistance d'expertise, résistance de système de règles, notamment de sécurité. Résistance, alors là, qui est encore plus systémique, c'est pas des individus, mais quand on bouscule les process à ce point-là, on bouscule aussi les modèles économiques internes. Comment on finance telle ou telle activité, etc. Une procédure de surveillance avec des engins spécifiques, planifiés, avec des équipes qui sont habituées, et avec les modèles de coûts qui vont avec, et donc l'imputation des budgets dans tous les systèmes comptables de l'entreprise. Tout ça est organisé pour décrire le fonctionnement du système actuel. Et quand on dit, on ne va plus utiliser l'engin de surveillance, ou on va moins l'utiliser, mais on va utiliser une équipe drone qui n'avait pas d'existence dans le process jusqu'à maintenant, on se retrouve à une période de transition un peu compliquée où il y a des équipes opérationnelles qui sont prêtes à tester, mais qui disent comment je finance, etc. Enfin, donc il y a une petite phase d'intégration dans le système de contrôle de gestion interne qui est à pas négliger non plus, parce que ça peut ralentir le système. Oui, tout à fait. Et du coup, qu'on comprenne bien, c'est quoi l'impact aujourd'hui de cette nouvelle technologie et de l'entreprise sur le réseau? Est-ce que tout le réseau est surveillé, ou c'est seulement sur certaines parties? On fonctionne par cas d'usage, mais en fait, comme je disais, ils ont pivoté. On parle beaucoup des drones parce que c'est né de ça, mais maintenant, ils ont vraiment basculé sur l'ensemble de la collecte des données de description du réseau. Et des infrastructures en général. Et aujourd'hui, je crois qu'ils en sont à avoir couvert 20 000 kilomètres des 35 000 dont je parlais tout à l'heure, du réseau. Donc, avec une technologie LIDAR, donc ça fait alors le LIDAR, c'est un mot, c'est une classe de laser qui permet de faire des nuages de points 3D. Donc on récupère vraiment une information en 3 dimensions de l'état de l'infrastructure, avec une précision qui peut être proche du millimètre, en tout cas les subcentimétriques. Donc on a une information très précise sur l'état aussi, par exemple, de la végétation aux abords des voies. On a ce problème des arbres qui tombent les jours de tempête. On va détecter un arbre qui a trop poussé, qui est manifestement dans une santé faible et qui risque donc de tomber au prochain coup de vent. Ça permet d'alimenter les équipes d'entretien des abords de voies en disant, voilà, cet arbre-là, il faut l'élaguer, il faut... Et donc, voilà, ils ont 20 000 km de réseau qui est déjà en jumeaux numériques. Et puis, ils ont pour un certain nombre de leurs clients externes, ils commencent à avoir d'autres environnements modélisés. Et puis, alors, ils ont des cas d'usage sur des chantiers de régénération. Ils ont des cas d'usage
de plus en plus variées pour la surveillance de bâtiments. Si on voit un drone sur un trajet en train, ce sera probablement un drone de Altametris. Ah oui, il y a de très fortes chances. Ouais. Mais faudra bien le voir parce qu'en fait, alors j'ai appris moi, parce que ça ressemble un peu plus élaboré techniquement, mais ça ressemble aux drones qu'on peut trouver dans le commerce pour les loisirs individuels. Et en fait, dès qu'ils sont un tout petit peu hauts, on les voit plus, on les entend presque plus. Donc, faut être attentif pour les voir. Il y a plus de chances de les voir aux abords d'installation de certains de partenaires, puisque Altametris est en train de se diversifier. Ils ont noué un partenariat, par exemple, avec une filiale de Veolia qui surveille des infrastructures pour les collectivités territoriales, notamment par exemple les châteaux d'eau. Quand il y a une inspection complète d'un château d'eau, il reste plus longtemps sur place, au voisinage d'habitation. Ceux qui se promènent dans le coin verront plus facilement les opérations que quand ça se passe au bord de voie où généralement il n'y a pas grand monde. Tu m'avais parlé de quelque chose, je ne sais pas si c'est d'actualité, mais c'est le fait que ce soit détenu par l'État, et au fait, est-ce que l'État a ou des directions ou une politique par rapport à ce genre d'activité? C'est pas tout à fait détenu, mais en tout cas, le sujet n'est pas que détenu. En tout cas, on a une entreprise publique soumise au Code des marchés publics. Le Code des marchés publics nous dit, alors j'espère que les spécialistes m'en voudront pas des éventuelles imprécisions sur le sujet, mais je le résume, de la façon suivante, c'est que on a le droit de passer un marché en gré à gré avec une de ses filiales tant que cette filiale fait au moins 80% de son chiffre d'affaires avec sa maison mère. D'accord. Donc Altametris, tant qu'elle travaille au moins à 80% en chiffre d'affaires pour SNCF Réseau, SNCF Réseau peut passer des contrats en gré à gré. Ce qui est sain dans les deux sens, c'est-à-dire que ça permet de fluidifier, ça veut dire que c'est... mais l'obligation de mettre en concurrence, elle est saine aussi, quand on franchit le seuil à la baisse du 80%, elle est saine aussi pour challenger la filiale et dire maintenant, si tu veux voler de tes propres ailes, tu es sur un marché concurrentiel, il n'y a pas de raison que tu y échappes. Et donc ça, c'est un moment délicat pour la filiale, c'est à quel moment on franchit ce seuil. Parce qu'il y a une facilité à contractualiser avec la maison mère, donc ça assure un volume d'activité, ça assure le début de la croissance. Mais si on veut changer d'échelle et conquérir le monde, il y a un moment donné où il faudra en sortir de ce 80%. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, là, par exemple, avec ce partenariat avec Veolia. Ça fait partie des aspects de ce partenariat, c'est de commencer vraiment à accélérer l'ouverture à des marchés externes, là où, je ne vais pas dire qu'on se contraignait, mais en tout cas, on était attentif à pouvoir maintenir une facilité de relation commerciale avec la maison mère. D'accord. Voilà. C'est pour le développement futur, voilà. Comment structurer ça. Ok. Qu'est-ce que tu as appris de toute cette histoire, toi, que tu ne savais pas au début, que tu as découvert finalement après toute cette expérience Alors, ça m'a quand même conforté sur... et je l'ai appris en creux avec d'autres exemples sur lesquels on n'a pas pu ou on n'a pas encore su aller jusqu'à la filiale. Mais à quel point, quand on a quelque chose qui est vraiment en rupture, cet enjeu de nidification, de donner un statut particulier qui protège un peu des forces de résistance, est important. Je l'avais vu dans les livres ou dans des conférences sur le management de l'innovation, je l'ai vécu et ça, franchement, c'est très enrichissant. J'ai vu aussi quelque chose de très intéressant sur
la force d'entraînement d'une expérience comme ça. Nicolas Paulet, le patron d'Altamétris, le porteur de ce projet, et quelques-uns de son équipe qui sont toujours avec lui, je pense en particulier à Flavien Viguier, sont des gens qui ont en plus un statut d'expert dans l'entreprise. Et ils font partie du réseau d'experts scientifiques et techniques du groupe. Et avoir dans ce réseau d'experts et plus largement dans la communauté des innovateurs du groupe SNCF, quelqu'un qui a fait naître un projet et qui porte aujourd'hui la filiale qui est issue de ce projet-là, c'est une aventure individuelle pour chacun d'entre eux qui est passionnante, hein, mais qui est aussi un étendard très mobilisateur pour tous les autres, pour toute la communauté. C'est possible dans notre groupe d'avoir l'idée pépite sur laquelle on est capable de se développer. Donc oui, il y a une fierté pour toute la communauté des innovateurs d'avoir de près ou de loin contribué, participé à tel ou tel atelier. Voilà, c'est vraiment ouais, un beau porte-étendard de toute la dynamique d'innovation. Tu l'as dit dans ton introduction, le réseau ferroviaire ne fait pas spontanément penser à nouveau business et à innovation. En fait, voilà, Altamétris, c'est une innovation dans un programme qui est très très vaste, où on fait de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, des choses comme ça. Enfin, il se passe énormément de choses. Mais voilà, comme c'est le back-office du système ferroviaire, ça se voit moins et on l'imagine moins. Ouais. Et Altamétris nous permet aussi de montrer cette facette du réseau ferré national. Ouais. Écoute, content de pouvoir raconter l'histoire, enfin de te faire raconter l'histoire en tout cas, et de la mettre en lumière. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à un sponsor, ou tu as de ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais transmettre à d'autres personnes qui sont un peu dans la même situation, ou des entrepreneurs ou des sponsors Alors, moi je dirais trois choses. Le premier, c'est finalement... En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Moi, c'est la relation interpersonnelle avec l'équipe projet a été vraiment forte, même dans les moments plus tardifs où Altamétris a pris son essor, est devenue une boutique qui n'avait plus besoin de moi. Hein, ça fait un moment que... Mais le lien est créé et de temps en temps, avec Nicolas, on se parle, on continue à se parler régulièrement. Quand il y a besoin de prendre du recul et de dire tiens, je vais développer tel ou tel aspect, voilà. Donc moi, ça dans les livres, ça y est pas. Et moi, je pense que ça a été quand même important de sentir avec. J'ai cité Emmanuel Magnier aussi, le manager de l'équipe de l'époque. Voilà, il y a eu des gens qui partageaient cette envie de faire ensemble un truc en grand, malgré le fait que c'était pas si évident que ça. Et donc ça a été clé. Le deuxième aspect, c'est peut-être... alors tu l'as un peu résumé tout à l'heure, mais c'est d'avoir conscience de ces différents stades de maturité et de passer ces stades tranquillement. En même temps, quand on cherche à faire du business, il faut aussi être dans l'exécution la plus rapide possible et aller chercher les recettes le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Quand on est dans l'exploration et qu'on n'est pas sûr, il faut lever les incertitudes, les doutes. Voilà, donc bien, et puis aller chercher donc les sponsors en fonction des niveaux de maturité. Et puis le troisième aspect, c'est... je l'ai vécu sur plein d'autres projets, mais sur celui-là, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, mais il a révélé à quel point la technologie ne fait pas tout. Il faut maîtriser, il faut être en avance technologique, mais penser la transformation des métiers, penser à cette dimension-là pour convaincre et réussir à montrer qu'on apporte de la valeur. Moi, j'ai pas mal réfléchi au sujet d'innovation. Je dis l'innovation, c'est créer de la valeur en introduisant du nouveau dans le réel. D'accord. Pour créer de la valeur en introduisant du nouveau dans le réel, c'est pas que le réel technologique, c'est le réel humain, c'est
c'est les histoires, les expériences dont il faut tenir compte. Et c'est ça qui permet de passer au-delà du prototype, Oui. Certes joli, qui est une belle preuve de notre capacité inventive, mais la capacité d'innovation, c'est la capacité à aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, le système TUP dont tu parlais, Ouais, voilà, technologie, usage, performance. Voilà. Ouais, c'est ça, On disait, si t'es pas TUP, t'es pas top. Voilà. Voilà. Bah, écoute, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ça me paraît un bon moment de la conclusion. Tu vas rajouter quelque chose, non? Non, merci beaucoup. C'est bon. Bah, voilà, si t'es pas TUP, t'es pas top. Voilà. Super. Merci Jean-Jacques. De rien.